Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, Emmanuel Macron l'a avoué quelques heures avant le 49.3 d'Elisabeth Borne. Souvenez-vous, c'est passé un peu à l'as dans les grands médias sur la réforme des retraites. Il a évoqué, Emmanuel Macron, les risques financiers trop grands en mettant en garde contre un risque, écoutez bien, de faillite en cas de non-adoption du texte de la réforme des retraites. Alors, on parle avec l'économiste Philippe Murer, auteur du livre Sortir du capitalisme du désastre, et Alain Falinto, entrepreneur, conseiller économique, qui sont mes invités ce matin pour cette nouvelle table ronde. Ils vont nous expliquer en quoi la France est tenue par les marchés financiers et comment, je vous le disais, comment cela impacte directement la politique d'Emmanuel Macron. Et on va en parler. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors merci à vous, Philippe Murer et Alain Falinto, d'être là. Cette question me semble extrêmement importante, savoir à un moment donné comment les marchés financiers prennent le pas sur la politique d'Emmanuel Macron, mais pas que, j'imagine que vous allez nous le dire. Et est-ce que finalement, est-ce que ça supplante la démocratie dans ce pays, et est-ce que l'État finalement n'est qu'un acteur parmi tant d'autres pour faire appliquer des réformes néolibérales? Je me tourne tout d'abord vers Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer, merci d'être là avec nous. Est-ce que la règle d'or des marchés financiers réside-t-elle, selon vous, dans un pays qui se tient sage, vous savez, pour reprendre le titre d'un célèbre documentaire? Est-ce qu'elle n'a pas besoin, elle a besoin de calme et de sérénité, notamment, ou de passivité, j'ai envie de dire, Philippe Murer? Oui, c'est très juste, Nicolas Vidal. Et c'est d'ailleurs dans le compte-rendu de Fitch de la dégradation de la note française, puisqu'il était précisé que les troubles sociaux amenés par la réforme des retraites étaient un problème pour la France, quoi, très clairement. Alors, est-ce que les marchés financiers ont pris le pas et amènent à une politique particulière? En fait, mène Macron, mène l'Union européenne. Moi, je dirais, en contradiction, ça c'était vrai sous Hollande, c'était vrai sous Sarkozy, c'était vrai avant, mais maintenant, ces gens sont équivalents. Macron, d'ailleurs, c'est Rothschild, c'est la haute finance, c'est 2,4 millions d'euros encaissés en 3 ans avant de venir au gouvernement, et tous ces gens-là sont équivalents et ont la même vision des choses. Donc, les marchés financiers n'ont même pas besoin d'imposer à Macron ou à l'Union européenne. Ils pensent la même chose. Ils sont tous d'accord sur la politique à mener, c'est-à-dire déconstruire le modèle social français ou dans les autres pays. Ça a été le cas sur l'assurance chômage, avant d'être le cas sur les retraites, mais c'est le cas sur toutes les réformes qui viennent du Conseil national de la résistance et qui sont peu à peu éliminées et déconstruites. C'est-à-dire plus de protection pour les Français, accepter n'importe quel travail à n'importe quel salaire. Donc il y a et Macron l'avait expliqué, quand il voit un jeune homme qui fait de l'horticulture, vous vous rappelez, et qui aimerait bien trouver un travail dans le métier qu'il conçoit comme sa vocation, Macron lui dit, mais traverse la rue, va faire plongeur. Traverse la rue, tu veux être architecte, traverse la rue et va livrer des hamburgers à vélo, même si ça n'a pas de sens. Donc c'est le retour aussi de la faim en France. Il faut quand même voir qu'on a 40% des Français qui gagnent le SMIC ou en dessous, qui sautent des repas. C'est quand même quelque chose d'incroyable. On a du mal à y croire, tellement c'est fou. Et c'est le retour du travail des enfants aux États-Unis. C'est certes des signaux faibles, mais il y a récemment, j'ai vu beaucoup de choses passer là-dessus puisque je suis les marchés financiers américains. Et récemment, il y a une histoire où 100 gamins entre 13 et 18 ans, en fait, travaillaient pour un abattoir pour passer des produits chimiques dangereux la nuit. Et donc, l'abattoir, qui est une grande chaîne d'abattoirs, a dû payer des dommages pour 100 gamins qui travaillaient. Le travail des enfants. Donc, c'est la mise en place du capitalisme financier le plus extrême, le plus poussé. C'est un modèle épouvantable. Et le symbole de ce modèle, c'est que Macron reçoit BlackRock à l'Élysée avec le tapis rouge. Par contre, pour les gilets jaunes, ce sont des coups de LBD ou des mots comme fainéant, gaulois réfractaire, des insultes. Ça, c'est le symbole de ce pouvoir. Philippe, une question, et après je donnerai la parole à Alain Falinto. Merci d'être là à tous les deux. Qu'est-ce qui a changé, Philippe? Sous Hollande, vous montrez bien cette articulation et cette soumission entre Hollande, finalement, et Emmanuel Macron, dont vous dites qu'il n'est que le parangon des marchés financiers. Hollande ne l'était pas. C'est vrai que nous avez fait le discours du Bourget, rappelez-vous, mon ennemi, c'est la finance. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, Philippe, là-dessus? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que les gouvernants sont vraiment maintenant infusés, baignés dans cette idéologie néolibérale et n'ont plus rien de social. Je pense que c'est ça qui change. Et finalement, d'ailleurs, la Banque centrale européenne et les marchés financiers n'ont plus besoin,
en fait, de dompter le tigre du pouvoir politique. D'ailleurs, regardez la dette publique, parce que la Banque centrale européenne, en fait, assouplit énormément les conditions des marchés financiers. La dette publique de la France, l'année dernière, c'est 112% du PIB. Le déficit, c'est 5%. Donc vous dites, ça va faire monter la dette. Eh bien non, la dette publique a baissé. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt appliqués par la Banque centrale européenne sont de 3%, donc inférieurs à l'inflation de 5%, et mécaniquement, ça baisse la dette publique. En fait, on a un tel château de cartes financiers que tous les acteurs politiques et banques centrales savent que tout peut s'écrouler d'un coup. Donc, finalement, ils font tout pour éviter que ça explose, d'éviter d'allumer une allumette dans le champ de gaz, parce que tout est danger. Donc, au moindre signe de danger, elles sauvent les banques, elles sauvent leurs copains banquiers, les marchés financiers et les États. Ça montre une chose, c'est que la dette publique, le problème de la dette publique est un mirage. Quand François Fillon, en 2012, nous disait « La France est au bord de la faillite », la dette de la France a doublé, elle n'est pas en faillite, 11 ans plus tard. Donc, c'est un mirage pour faire en sorte que les peuples se tiennent sages, finalement acceptent les réformes sociales. On nous mène par le bout du nez. Effectivement, il ne faut pas faire de dette publique, c'est pas une bonne chose d'en faire, mais fondamentalement, ce qui importe le plus, c'est que le pays produise quelque chose. Et bien sûr, on le sait, le problème de la France et de l'Occident en général, c'est qu'on produit plus grand-chose. Les problèmes de dette publique, ça se gère toujours, mais c'est utilisé pour nous faire avancer et nous faire accepter les mauvaises réformes. Je me tourne vers Alain Falinto. Bonjour Alain. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre vous aussi, un Sortir de l'Europe, question de vie ou de mort. Lisez-le, 30 ans après Maastricht, aux éditions Riposte laïque. Alain, là-dessus, vous partagez l'avis de Philippe Murer. Finalement, Emmanuel Macron n'est plus que le parangon des marchés financiers ou l'assureur des marchés financiers, à la différence de François Hollande ou des présidents qui ont précédé. Pour vous, il y a eu ce renversement, selon vous? Oui, absolument. D'ailleurs, la preuve, il s'en cache même pas. La vraie différence entre Macron et ses prédécesseurs et son gouvernement, c'est qu'ils se cachent même pas de la collusion totale qu'il y a entre eux et les milieux financiers. Alors, si vous voulez une preuve, vous regardez cette réponse surréaliste que Bruno Le Maire a faite devant l'Assemblée nationale, dont on parle pas dans les médias de grand chemin à propos des obligations indexées sur l'inflation. Alors, un député, il y a eu une question, un député a demandé comment se fait-il que le gouvernement emprunte avec un outil qui est normalement réservé aux pays en voie de développement, quoi. On utilise ce genre d'obligation quand on n'a pas de monnaie crédible. Et surtout, donc, on lui a demandé quel est le raisonnement qui les a amenés à faire ça. Et le maire n'a pas de honte à dire que c'est parce que les banques ont des clients qui étaient en recherche de nouveaux produits, de nouveautés, alors donc on leur a fourni ce qui est demandé. Donc le maire n'a pas de honte à dire, se cache même pas pour dire que il n'est qu'une annexe du marketing des banques. Ça, c'est un scandale. On n'en parle pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, aussi, on en parle dans certains médias, mais dans les médias de grand chemin, on n'en parle pas. Alors que c'est un scandale sans nom. Ouais, pour vous, finalement, c'est une prédation des marchés financiers avec la complicité de nos gouvernants, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière. Ils sont, pour vous, messieurs, et notamment Alain Falinto, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Ils sont tout à fait conscients d'être au service des marchés financiers. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Oui, mais l'allégeance, elle n'est pas nouvelle. Oui. L'allégeance aux marchés financiers, on peut même la dater très précisément. 3 janvier 1973. J'allais en parler, mais continuez. Voilà. On y reviendra plus tard. Voilà. À cette date-là, nous sommes devenus vassalisés. Et encore vassalisés, je suis gentil, parce que le vassal, dans le sens originel du terme, le suzerain lui donne un fief. Là, c'est plutôt une spoliation, quoi, plus précisément. Donc voilà, en nous supprimant les méthodes de financement. Il y a 4 grandes méthodes de financement pour un État. Soit vous faites un grand emprunt, comme pour des projets bien précis, comme Balladur. Soit vous faites de la création monétaire avec votre banque centrale. Soit vous avez le circuit du Trésor, qui quand même, c'est le circuit du Trésor qui nous a sortis de la misère en 30 ans. C'est-à-dire que vous obligez les banques à investir une partie minimum de leurs dépôts en dette d'État. Soit vous avez l'émission obligataire, les marchés financiers, c'est la méthode qu'on pratique maintenant. Donc, on avait 4 outils, et cette loi a gravé dans le marbre qu'on ne pouvait plus utiliser 2 d'entre eux. Nous oblige à passer par les marchés financiers, alors qu'avant on avait le choix.
Pourquoi faire une loi pour ça? C'est pas parce que vous n'avez pas utilisé votre clé à molette depuis 3 mois qu'il faut l'acheter à la poubelle. Il y a pas de raison. Donc, en fait, c'est une volonté de certains hauts fonctionnaires de nous asservir à la finance. C'est-à-dire, il y a un bouquin très intéressant. C'est là-dessus, c'est écrit par Pierre-Yves Rougeron, que vous invitez souvent. Voilà, il a consacré un livre à ça, très intéressant, où on voit, en dehors du contenu de la loi, il y a la jeunesse de la loi. Et c'est là que vous allez voir ce que c'est que la traîtrise. Alors vous lisez à peu près les mêmes livres, Alain Falinto et Philippe Murer. Je me trompe vers Philippe Murer parce que je le vois sourire, je l'imagine sourire derrière son écran. Cher Philippe, finalement c'est la question que je voulais vous poser et on va prolonger la réflexion, l'analyse de Alain Falinto. Cher Philippe, est-ce qu'on peut s'extraire des marchés financiers finalement comme c'était le cas avant 1973, cette fameuse loi? Et y a-t-il une dépossession depuis cette date-là du peuple français finalement sur sa propre économie, sur sa capacité à emprunter et à développer et à produire de l'État, non, Philippe Murer? Tout à fait. Et ce qui est très intéressant dans le livre de Pierre-Yves Rougeron, auquel j'ai un petit peu participé d'ailleurs dans les recherches, c'est que ça a été fait, cette loi de 73 a été faite pour aller vers l'euro. Il y a des textes de Robert Marjolin, grand fonctionnaire, qui expliquent que pour aller vers la monnaie unique, il faut commencer par couper les liens entre la Banque centrale, qui est quand même la puissance publique, et la puissance publique en tant que telle, l'État, le gouvernement. Il faut couper les liens. Et on arrive à des scandales absolus. Il faut bien comprendre que c'est une extorsion finalement par les banques et par le système financier, puisque la Banque centrale, qui est publique, prête de l'argent, de tombereaux d'argent aux banques privées, qui elles-mêmes reprêtent à l'État. Donc, vous voyez, elles se mettent au milieu en termes de parasites et en plus, elles ont du pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut faire en sorte que les marchés financiers arrêtent de tout dominer et surtout faire en sorte qu'on arrête de les financer alors que finalement, ça fait juste monter des valeurs en bourse et qu'on finance l'économie productive? Oui, d'un trait de plume. Vous faites une petite loi qui dit que la Banque de France reprend le pouvoir et non la Banque centrale européenne et vous faites en sorte que la Banque de France dise bien, quand une banque ou un acteur prête au marché financier à des opérations spéculatives, ça lui coûte très cher en fonds propres. Quand elle prête à l'économie productive, au petit entrepreneur local, à la moyenne entreprise, etc., eh bien, à ce moment-là, ça coûte pas cher en fonds propres. Et immédiatement, les banques vont être forcées d'obéir et forcées d'aller prêter plutôt vers l'économie productive que de prêter à l'économie spéculative. C'est extrêmement simple, quelques petites lois comme ça, et tout revient dans le bon sens, à un modèle de développement, alors qu'aujourd'hui, ce modèle financier, c'est un modèle de sous-développement. Oui, Alain Falinto, sur ce que dit Philippe Murer là-dessus, un trait de plume, pour changer la loi et remettre et assainir finalement nos finances publiques et surtout cette vassalisation dont vous parlez. C'est possible selon vous aussi, Alain Falinto? La mesure que vient d'évoquer Philippe Murer, obliger les banques à faire des réserves différentes en fonction de qui est. Si vous prêtez un hedge fund spéculatif, vous mettez 70% de réserve. Si vous prêtez à un artisan, vous en mettez 20. Je peux vous garantir que l'effet sera immédiat et tout ce dont vous avez besoin, c'est un beau stylo plume. Voilà. Ça suffit, ça peut se faire par décret, mais ça peut pas se faire dans le cadre européen. Voilà. C'est ça le fond du problème. Expliquez-nous, Alain Falinto, pourquoi ça peut pas se faire dans le cadre européen pour nos auditeurs? Parce qu'il est interdit par les traités de financer directement, par exemple, à une banque centrale, de financer directement la dette d'un État, tout simplement. Et donc, vous pouvez prendre aucune mesure, à mon avis, vous pouvez prendre aucune mesure qui s'éloigne de la doxa européenne. Et ce, d'autant plus qu'on peut pas parler de tout ça sans évoquer le problème des lobbies financiers à Bruxelles. Des lobbies en général, parce que c'est ça. Le problème, c'est que Alain Falinto a raison. En fait, c'est la Banque centrale européenne qui a le pouvoir de dire cela en France. C'est pas la Banque de France n'a plus le pouvoir de dire on fait en sorte que les banques prêtent au marché financier par une question de réserve et prêtent plutôt à l'économie productive. Ça, c'est plus possible. On a été dépossédé de ça comme tout un tas de lois. Ces lois sont faites par la Banque centrale européenne. C'est elle qui gère l'économie et la finance en France.
Donc oui, donc finalement, si je vous entends et si je vous comprends tous les deux, notre banque centrale, la Banque de France, finalement, n'a plus aucun pouvoir. Pourtant, j'ai quand même l'impression, messieurs, que le gouverneur de la Banque de France, on le voit chaque 3 matins chez France Inter, chez Europe 1, nous expliquer que l'inflation, la croissance, le machin, c'est quoi? C'est de la com pour vous, Alain Falento, la présence permanente du gouverneur de la Banque de France? Bah, oui, c'est normal qu'il essaye. Enfin, quand même, il est quand même présent au bord de la BCE, mais c'est vrai que Oui. il a plus de pouvoir. C'est plus la France n'a plus de politique monétaire. Voilà, c'est tout. On dépend strictement de la BCE. On n'a plus la main là-dessus, simplement, sur les taux d'intérêt. Il y a la voix, effectivement, au Conseil de la BCE, la voix de la France, mais c'est un ensemble de gouverneurs de banques centrales qui décident, et pas seulement la France. Donc on est une voix parmi d'autres, comme Macron est une voix parmi d'autres au Conseil des présidents de Bruxelles, au Conseil européen, où se décident les choses. Ouais, et en vous écoutant, j'ai l'impression qu'elle porte pas beaucoup la voix du gouverneur de la Banque de France, ou c'est une parmi tant d'autres. En tout cas, messieurs, on va reprendre cette table ronde. Et il est pratiquement 8 heures, et vous le savez, c'est l'heure du bulletin d'information avec cette chère Emmanuelle Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Allez, on se retrouve avec Philippe Murer et Alain Falento. On parle des marchés d'Emmanuel Macron, de Bruxelles, de la loi de 1973. Vous allez voir, c'est passionnant. Merci à vous deux, messieurs, d'être avec moi ce matin. Je voudrais qu'on commence cette seconde partie de table ronde avec une citation. Vous l'avez sûrement lu, de Jacques Attali, qui nous annonce une immense crise financière qui nous menace. À moins d'agir vite, je cite, c'est sur le blog d'Attali, à moins d'agir vite, elle frappera probablement au cours de l'été 2023. Et si par procrastination générale, elle est reportée, elle n'en sera plus tard que plus sévère. Nous avons tout encore pour la dominer vraiment, à condition de comprendre que c'est tout notre modèle de développement qui est en cause. La question, monsieur, est-ce que vous souscrivez à l'analyse brillante de Jacques Attali, et est-ce que les marchés financiers nous envoient-ils dans le mur, Philippe Murer? Alors, on est dans quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que les marchés financiers, Wall Street, sont à 2-3% des plus hauts depuis 6 mois. Ouais. Le CAC 40 a fait un plus haut historique il y a 2 semaines de cela, un plus haut historique. Et pourtant, on est au bord de la crise financière. C'est quand même paradoxal, et c'est pourtant la situation où on est. Il y a 5 banques américaines qui ont fait faillite, dont des banques assez costauds, et c'est des banques de plus en plus grosses qui sont en risque. Le crédit immobilier commercial, c'est-à-dire l'immobilier de bureau, les malls, sont au bord de la faillite. Ça va exploser aux États-Unis, puisque le taux d'occupation est de 50% à Washington. C'est-à-dire que les moitiés des bureaux sont vides à cause du télétravail et un peu de la crise économique, mais surtout du télétravail. Donc là, on a des crises financières, effectivement, tout à fait claires. Et pourtant, on est au plus haut sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un problème, la Banque centrale, toutes les autorités financières américaines vont mettre la banque de côté, vont la faire racheter par une plus grosse banque et finalement mettre un peu d'argent public pour que la plus grosse banque achète d'acheter pas cher et avec un peu moins de risques. Et finalement, c'est là où on en est, et il y aura une crise financière, je pense, dans les 6 mois, 9 mois, un moment un peu de crise, mais tout sera sauvé immédiatement avec des tombereaux d'argent public pour éviter l'explosion. Et à ce moment-là, finalement, on aura une concentration de pouvoir financier encore plus grand auprès des BlackRock, JP Morgan, etc., et l'équivalent en France. Et on va repartir pour un tour avec, puisqu'on aura émis beaucoup de monnaie, il y aura de nouveau de l'inflation de plus en plus importante qui pointera, et le pouvoir financier qui sera concentré, qui aura encore plus de pouvoir sur le pouvoir politique. Je pense que c'est ça ce qui nous attend dans l'année à venir. Alain Falento, là-dessus, oui, sur l'analyse de Philippe Murer, là-dessus, sur la situation de Jacques Attali, la grande crise, l'effondrement, finalement, ça va être sauvé par un parachute d'argent public, cette histoire. Vous y croyez ? On en a parlé la dernière fois avec Olivier Delamarche. Ouais. Oui, ils n'ont pas le choix. De toute façon, on va repartir encore. Et s'il faut, ils rebaisseront les taux. Ils annonceront que la hausse des taux est terminée, que maintenant ils rebaisseront les taux. On recontinuera à faire marcher la planche à billets et on va repartir pour un tour, mais il y aura de l'inflation, bien entendu. Ça, on se débarrassera pas de l'inflation. Quant à Jacques Attali, ce qui est intéressant, c'est quelle solution il préconise. Je présume que c'est le gouvernement mondial pour
Bah oui, pour remédier à tout ça. Alors il dit, je cite, hein, et je vais les répondre, nous avons encore tout pour la dominer vraiment. Je cite Jacques Attali, donc il y a apparemment des outils, la caisse à outils qui est quelque part par là. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a, s'il y a la clé à molette, s'il y a la foreuse ou le forêt ou le marteau, mais apparemment il y aurait des choses à faire. Voilà. Oui, il faudrait que ce soit plus précis. Mais bon, je sais très bien ce qu'il propose. Le gouvernement mondial et puis le schwabisme, quoi. J'imagine que c'est ça. Voilà, c'est le fort. Et peut-être aussi la monnaie numérique. Ah oui, que la crise financière sera se développera un tout petit peu, et à ce moment-là, ils nous diront, voilà, pour sauver le système, on a une façon de faire, sinon vous allez perdre toutes vos économies, ce qui est complètement faux, mais vous allez perdre toutes vos économies ou vous acceptez la monnaie numérique. Ce qui veut dire que votre compte sera surveillé en permanence par la Banque centrale, donc par l'État, ce qui est très très gênant. Tous vos achats seront surveillés. Tous vos achats pourront être programmés. On va vous dire, vous avez acheté, Nicolas, tu as acheté trop d'essence ce mois-ci, donc tu peux pas aller faire le plein. Tu as dépensé trop de chauffage, donc maintenant tu réduis à 15 degrés la température. Voilà, ils pourront utiliser ce moyen ensuite pour nous tenir et nous contrôler. Et ça paraît fou, mais allez faire des recherches sur Internet, sur Google, et vous allez trouver tout un tas d'articles officiels pour la monnaie numérique et la mise en place de la monnaie numérique comme une toile d'araignée, avec une décision de la Banque centrale européenne qui, normalement, aura lieu en septembre 2023. Est-ce qu'on la met en place ou pas? Mais bon, c'est une fausse question, c'est une fausse indécision. Tout le monde voit bien qu'ils veulent absolument la mettre en place. Alors, il y a une question de fond qui se pose au fur et à mesure des émissions que je fais avec les uns et les autres et qu'on fait sur cette antenne et sur nos autres médias. Finalement, c'est qu'on a quand même l'impression, messieurs, qu'il y a un choix clair qui a été fait entre le peuple et les marchés financiers. Et j'ai quand même l'impression que le peuple n'est jamais dans l'équation. Je reçois encore une notification sur mon portable qui est devant moi, notamment sur le prix de l'essence, sur le prix des carburants, parce que qui paye à la fin, ce sont les Français, et qui souffrent à la fin. Philippe, vous avez rappelé effectivement ces gens qui sont au SMIC, qui, pour 42% d'entre eux, sautent des repas. Aujourd'hui, c'est un véritable problème. Alain Falinto, est-ce qu'on peut, à un moment donné, est-ce que les Français ont la main pour faire la main concrètement, mais est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, penser que les Français les plus modestes et les classes moyennes qui sont en train de sombrer petit à petit dans le déclassement pourraient à un moment donné, réagir avec beaucoup de virulence là-dessus, parce que c'est toujours les Français finalement qui sont les pourvoyeurs de crédit de cet argent. Oui, alors c'est aussi les Français qui ont réélu Emmanuel Macron. Oui. Pas oublier ça. Oui, la seule question, c'est quel est le point de rupture de la population? Où se situe le point de rupture de la population? Alors là, cette année, par exemple, donc on va dévaloriser le peu qu'il leur restait, c'est-à-dire leur patrimoine immobilier, avec les diagnostics énergétiques. Donc vous avez des gens qui vont se retrouver avec une maison d'une valeur négative. Donc voilà. Est-ce que ça va suffire? Ça concerne à peu près un tiers des logements en France. C'est-à-dire toutes les maisons qui sont dans les villages sont catégorie G. Donc voilà. Donc le seule chose qui restait aux gens, c'est-à-dire la possession de leur logement, on va leur expliquer que maintenant, soit ils pourront pas le vendre, ou soit la valeur sera négative. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'une inflation de 6% par an suffira à déclencher à atteindre ce point de rupture? C'est juste ça la question. Oui, parce que c'est une vraie question de fond, concrètement, là, parce que ce sont les Français qui sont les premières victimes, et les victimes, je veux dire, expiatoires des marchés financiers. Philippe Morel, je tourne vers vous, mais Philippe, finalement, j'ai quand même l'impression que les États, et vous allez me le dire, si vous êtes d'accord avec moi, du moins c'est mon analyse, les États, on a eu l'impression qu'ils ont dû gérer les ravages de la mondialisation, avec des airbags, finalement, des parachutes, et aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a un retournement de situation, et que ça devient de plus en plus dur. Vous avez fait allusion à la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. On a quand même l'impression aujourd'hui que tous les outils du néolibéralisme le plus fou, finalement, sont en train de tomber sur la tête des Français pour 90% d'entre eux, hormis les super puissants et les super riches. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce renversement-là aussi? Est-ce que l'État est en train de dire, bon, maintenant, ça suffit? Je pense pas qu'il va changer de direction, l'État. Non. Ils sont toujours avec les plus riches, mais pour une raison très simple. C'est pas du complotisme, mais il y avait un sommet qui s'appelait le Global Citizen Summit. C'est-à-dire le sommet du citoyen global, donc mondial. Et qui y avait à ce sommet? Il y avait les plus grandes entreprises financières, les plus grandes multinationales,
et Ursula von der Leyen, qui fait partie du board d'ailleurs, Emmanuel Macron, Trudeau, etc. Ces gens discutent uniquement entre eux, et donc ils infusent entre eux en termes d'idées, en termes de pensée, etc. Et de l'autre côté, quand Macron va discuter avec les Français, il se reçoit des volets de bois vert, quoi, finalement. Et fondamentalement, de toute manière, c'est évident, on voit la bourse, le CAC 40 qui est au plus haut, alors qu'on est en crise, pendant que les Français sont dans la rue, ils disent j'en peux plus, on n'arrive plus à manger. Donc ça explique bien ce grand écart qui est fait entre d'un côté une classe financière qui s'enrichit sans cause, fondamentalement, et une classe qui travaille, qui est en train de s'appauvrir et en train de claquer, quoi. Et donc Macron continuera là-dedans jusqu'à ce que le peuple dise stop, soit par un processus de révolution, d'insurrection, soit par un processus, ce qui est franchement préférable, où un parti politique qui veut remettre ça en cause arrive au pouvoir. Ce qui est très compliqué, c'est que les médias qui appartiennent aux milliardaires, donc l'essentiel des médias français, font en sorte qu'il n'y ait que des oppositions peu dangereuses, comme LFI, comme le RN, qui vont pas remettre tout ça en cause, effectivement, qui puissent être pour le moment en compétition pour gagner les prochaines élections, même pour y participer. Oui, je prolonge ma question et après je donnerai la parole à Alain Falinto. Finalement, on a quand même l'impression, avec Emmanuel Macron, je le répète, cette réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites et tout ce qui s'ensuit, la casse du code du travail qui va se poursuivre, bien entendu, l'ubérisation de l'emploi, vous le saviez mieux que moi, Philippe, sur ces questions-là. Concrètement, aujourd'hui, on dit qu'il y a de moins en moins de chômage, ce qui est faux, parce que la seule prise en compte, c'est la catégorie A, et finalement, on voit qu'il y a des auto-entrepreneurs par centaines de milliers qui gagnent 400 euros par mois. Pardon, j'étais remonté un peu avant, je suis désolé. Veuillez m'excuser, cher auditeur. Finalement, pour être plus sérieux, on a quand même l'impression que c'est la fin de l'amortisseur social et que là, on est en train maintenant de rentrer encore plus dans le plus dur de la prédation des marchés financiers sur une grande partie de la population, avec des mesures antisociales poussées à l'extrême. C'est dans ce sens-là que j'en parle, Philippe. Ah oui, tout à fait. Et Macron a baissé. En fait, son œuvre, ça a été. Il a enlevé l'impôt sur la fortune, donc sur une partie, tout ce qui est fortune mobilière, c'est-à-dire les actions, les obligations, la fortune financière. Il a baissé l'impôt sur les bénéfices des entreprises, et même pour les plus grandes qui font beaucoup d'impôts. Il a baissé l'impôt sur les plus-values, baissé l'exit tax. Et en fait, d'un autre côté, il détruit le droit du travail. Assurance chômage, droit du travail qui est refaçonné pour être moins protecteur, des choses pour passer du salariat à l'auto-entrepreneur, donc complètement précaire, la réforme des retraites, et il va continuer ainsi. Et c'est vraiment symbolisé par le fait que la bourse fait la fête, elle fait des records historiques pendant que le français n'arrive plus à manger. Donc on est vraiment dans un féodalisme financier, asservissement des Français complet aux puissances financières, et c'est extrêmement inquiétant. Alain Falinto, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus sur une déclaration de notre cher Gabriel Attal National et de son homologue Éric Dupond-Moretti qui veulent frapper d'indignité civique les gens qui font de la fraude fiscale à haute dose, finalement les grands groupes, et il serait interdit de voter. On se moque pas un peu de nous là ? Bien sûr, il se moque du monde, mais c'est la même chose que l'Union européenne qui veut lutter contre la corruption. Vous avez vu il y a quelques jours Josep Borrell qui veut lutter contre la corruption mondiale au lieu de s'occuper de ce qui se passe à la Commission et des lobbies qui sont présents. Bien entendu, tout ça n'a aucun sens. Mais ils ne changeront pas de politique. Parce que, comme l'a dit Philippe, il n'y a pas de différence maintenant entre le gouvernement et les lobbies financiers. Ce sont les mêmes personnes. Et pourtant, ils essaient, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient toujours de les dégager, parce qu'on parle de ça dans l'actualité, mais je trouve que c'est intéressant, cette déclaration de Gabriel Attal, qui est reprise par beaucoup de médias depuis hier, parce que c'est une déclaration qui date d'hier, bien entendu. Finalement, il y a eu la grosse polémique sur l'ISF qui a été mis en avant par les Gilets jaunes, notamment. Et là, on nous dit qu'on nous parle d'indignité civique. Donc, on a quand même l'impression qu'ils sont toujours dans la communication pour laisser entendre que le pouvoir, l'État, serait très sourcilleux, serait très regardant sur les super grandes fortunes qui auraient les moyens de faire ce mot savoureux de l'optimisation fiscale, finalement, d'aller chercher dans des paradis fiscaux. D'ailleurs, il en existe quelques-uns dans l'Union européenne, chers amis, sachez-le. Voilà, Alain Falinto. Ben oui, parce que déjà,
faut bien donner un os de temps en temps quand même. On peut pas faire parler que la trique avec les Français de temps en temps. Il faut leur donner quelque chose. Maintenant, l'optimisation fiscale, oui, nous avons au sein de l'Union européenne des paradis fiscaux. Et je prendrai un exemple, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, je suis désolé, mais vous avez quelque chose, un système qui s'appelle très connu, qui s'appelle le sandwich néerlandais. D'accord. Le sandwich néerlandais consiste à siphonner des bénéfices en utilisant les Antilles néerlandaises. J'ai pas vu l'Union européenne s'occuper de ça. Donc la vérité, c'est que tant qu'on reste dans ce cadre européen, on ne peut rien faire. Absolument rien. Nous n'avons plus la main sur quoi que ce soit. Et même pire, si je me permets. L'Union européenne, effectivement, il y a plein de paradis fiscaux ou parasites fiscaux, ce qui serait le vrai terme, c'est-à-dire Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, Malte, Chypre et même le Portugal, par exemple. Les pays se transforment en parasites fiscaux pour essayer de survivre. Et donc, c'est une mécanique folle qui va de plus en plus loin. En fait, quand les retraités français ou des gens qui ont des professions intellectuelles qui peuvent exercer au Portugal partent là-bas, ils ont eu énormément de réductions d'impôts. Donc, en faisant concurrence fiscale à la France. Donc, ce système est complètement fou. On sait que les multinationales payent 10% d'impôts sur les bénéfices quand le petit entrepreneur en paye 25-30. Et c'est complètement incontrôlable parce que non seulement ils ne déclarent pas leurs bénéfices, et on l'a vu pour les vaccins de Pfizer, Pfizer a donné, n'a pas mis ses bénéfices en France, il les a mis ailleurs. Donc on peut vendre en France et mettre les bénéfices ailleurs. C'est d'une simplicité biblique, il suffit de mettre les bons prix de transfert là-dessus, et le gouvernement ne maîtrise rien, c'est l'Union européenne qui protège ces entreprises, je veux dire, par ses lois, par ses directives, et qui va protéger évidemment le Luxembourg, les Pays-Bas et Chypre. Je veux dire, quand on classe les paradis fiscaux, ce sont les plus grands paradis fiscaux, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, mais par contre, on va les taper plutôt sur le paradis fiscal des Antilles néerlandaises. Pourtant, le plus dangereux, c'est plutôt celui qui est à côté de chez nous, où il est très facile d'aller, où sont cachés beaucoup de fortunes et beaucoup d'argent français, quoi. J'ai quand même l'impression en vous écoutant, oui, j'ai l'impression en vous écoutant concrètement que finalement les États sont en train de devenir des prestataires de services pour se mettre au niveau des marchés financiers et essayer d'attirer comme des vendeurs, des camelots finalement, des gens qui ont encore un peu d'argent pour essayer de payer moins d'impôts. C'est cette dissolution de l'État-nation finalement qu'on le sait en termes d'identité, on le sait en termes de souveraineté, mais là véritablement j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'il y a un changement de morphologie des États qui sont devenus des prestataires de services avec des sites internet et des pubs pour venir trouver bonne fortune ou moins mauvaise fortune qu'en France ou dans d'autres pays. C'est le cas, Alain Falinto, et après Philippe Murer. Oui, bien sûr, mais il y a des pays qui ne vivent que de ça. Ouais. Dans un premier temps, l'Irlande, on a fait rentrer l'Irlande dans l'Europe pour installer des boîtes aux lettres. Pour installer des boîtes aux lettres pour Amazon. Vous avez, maintenant l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, mais Gibraltar, qu'est-ce que c'est que Gibraltar? Si ce n'est un paradis fiscal pour tous les sites de paris en ligne. Et maintenant, les pays du Sud, les pays du Sud, ils sont en difficulté financière. Donc, la seule solution, eux qui peuvent pas rebâtir une industrie ou quoi que ce soit parce qu'ils sont dans l'euro, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des forfaits fiscaux, comme le font les Suisses. Donc, il y a une concurrence fiscale acharnée entre les différents pays européens. Alain Falinto, une question avant d'aller voir Philippe Murer. Comment on perçoit ça depuis l'Allemagne? Parce que vous êtes en Allemagne. Comment on perçoit aujourd'hui la situation de la France en Allemagne concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dit dans les médias allemands? Alors sur la France, rien, d'accord. D'accord. Au moins c'est réglé. Non, mais le couple franco-allemand, tout ça, ça n'existe que dans la tête des Français. Je vous le dis, on n'en parle pas. À la télévision, vous ne voyez la France que pour montrer 30 secondes d'émeutes dans Paris. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. L'Allemagne n'est préoccupée que par une seule chose, agrandir l'Europe vers l'Est afin d'y installer des usines avec de la main-d'œuvre encore moins chère. C'est tout. Et mettre en place un bouclier tarifaire pour leurs industriels. Et faire rentrer 1 million d'immigrés, si possible, pour bosser dans les usines. Voilà. On ne parle que de ça en Allemagne. Le reste, la France n'existe pas. Faut comprendre ça. N'existe pas.
D'accord, on va essayer de faire passer cette séquence, la découper, l'envoyer peut-être à l'Elysée, au Quai d'Orsay et probablement à notre ministre de l'Union européenne, enfin, ou du moins des relations avec le Parlement européen. Je voudrais qu'on finisse, il reste encore 5 minutes, messieurs, merci d'être avec moi pour cette table ronde sur ligne droite. Philippe, je voudrais une question là-dessus qui me semble intéressante, je sais que vous êtes très pertinent sur celle-ci, comme d'autres, bien sûr. Finalement, on a l'impression que les riches, ou les grands riches, les super riches, ou les 1%, appelez-les comme vous voulez, ont développé une véritable industrie de défense de leurs revenus avec la complicité, bien entendu, d'Emmanuel Macron, notamment parce que lui, depuis l'arrivée au pouvoir, on peut dire qu'il y en a certains qui se sont vraiment enrichis, qui ont vraiment bien gagné leur vie. Oui, de toute manière, effectivement, les ultra-riches ont acheté des journaux et des médias qui perdent de l'argent. Pour quelle raison? C'est parce que ce sont des outils d'influence pour eux. Ce sont des outils de protection, en fait, tout simplement. Avant l'influence, c'est la protection. Si un gouvernement s'attaque à Xavier Niel, il doit s'attendre à avoir des articles de journaux pas très sympathiques à son égard dans le monde. Si on s'attaque à Bernard Arnault, ça sera le Parisien ou les Échos. Donc, c'est un outil de protection pour eux. Et en plus, c'est un outil d'influence. Et on sait que Emmanuel Macron a rencontré Bernard Arnault, Xavier Niel, qui ont lancé en fait le candidat Macron comme une balle de lessive. Un baril de lessive, pardon, pour la présidentielle, en leur prêtant toutes les unes des journaux et en faisant un candidat marketing admiré par tous les médias. Oui. Et finalement, ils détiennent les médias, ils détiennent le pouvoir économique, ils détiennent une partie du pouvoir politique en désignant d'une certaine façon Emmanuel Macron pour être leur homme au pouvoir. Emmanuel Todt dit « c'est très dangereux, ces gens-là sont dans un hubris dingue ». C'est-à-dire qu'ils ont un délire de toute puissance parce qu'ils ont mis leur homme au pouvoir à l'état direct et plus un représentant. Et à ce moment-là, effectivement, c'est extrêmement dangereux pour la population française parce qu'ils auront, comme disait Emmanuel Todt, la tête comme un chou-fleur et ils vont tout se permettre. Ils vont tout se permettre parce qu'ils ont tous les leviers de pouvoir, effectivement. Alain Failletot, il nous reste encore 2 minutes. Je vais vous laisser le mot de la fin là-dessus. Finalement, on a quand même l'impression que c'est une fuite en avant. Philippe Murer a parlé de la dégradation de notre Fitch. C'est important, suite aux mouvements sociaux et non pas la réforme des retraites. On a quand même l'impression que ces gens, je vous le disais, c'est une véritable fuite en avant et que ceux qui en payent le prix aujourd'hui, ce sont les Français. Donc, ils vont aller jusqu'où, ces gens-là, concrètement? Selon vous, il reste 4 ans de mandat Emmanuel Macron. Est-ce que vraiment, il a les moyens de finir ça tranquillement et en continuant des réformes d'ailleurs qu'il ne pourra peut-être pas faire puisqu'il n'a qu'une majorité relative même s'il s'en défend, Emmanuel Macron? L'Union européenne était construite, les 4 piliers de l'Union européenne ont été construits pour favoriser ces gens-là. La libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. C'est-à-dire il n'y a rien devant eux. Il n'y a aucune entrave. Donc bien entendu, qu'est-ce que vous voulez qui va s'opposer à Macron? Qui va s'opposer à Macron Aujourd'hui, c'est les casseroles. Mais bon, oui, mais bon, malheureusement, il a le soutien de l'Union européenne, il a le soutien des agences de notation. Des agences de notation, faut quand même, un jour, il faudra quand même qu'on parle de la qualité et de l'honnêteté et de l'intégrité de ces agences qui, je rappelle, notaient AAA des produits subprime. En 2008, tous les crédits ninja, les no income, no job and asset, c'est-à-dire des prêts qu'on faisait à des gens qui n'avaient rien, à des indigents, étaient repackagés avec la bénédiction de l'Union européenne et des agences de notation en AAA. Donc voilà, il y a tout un système qui est mis en place et qui va pas être facile à déboulonner. En tout cas, merci messieurs pour avoir participé à cette table ronde. Philippe Murer, vous êtes économiste, vous avez sorti ce très très bon livre. Je vous recommande d'aller l'acheter, le lire immédiatement. Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et Alain Failletot, entrepreneur, conseiller économique. Et vous aussi, vous avez sorti Sortir de l'Europe, question de vie ou de mort 30 ans après Maastricht aux éditions Riposte Léic. Merci messieurs, je vous souhaite une excellente journée.